le fait qu'on nous montre pas si oui ou non les enfants ont été battus, c'est presque une sorte de caution pour dire d'une certaine manière ça pourrait justifier les actions de l'aide à l'enfance et finalement essayer de contrebalancer le fait qu'on est systématiquement du point de vue des Gheorghiu quand ils se font harceler on va dire par l'aide à l'enfance. C'est parti pour le film consacré cette année à Cannes, Fjord de Christian Mungiu. 19 ans du coup après sa première Palme d'Or pour 4 mois 3 semaines 2 jours. Ah mais déjà 19 ans. Et oui, ouais. Ça passe vite. Hein. Il rejoint le club assez fermé des multi. Il y a Ruben Östlund, il y a Anneke. Est-ce que Ken Loach l'a eu plusieurs fois Ken Loach l'a eu 2 fois, Le vent se lève et moi Daniel Blake. Ouais. Et Fjord, on peut dire qu'il y a une forme de continuité avec RMN qui était son film précédent, avec cette idée un petit peu d'aller voir les zones de friction de l'immigration, de la mondialisation du travail, etc. Puisque donc, dans RMN, c'était, je crois, des Sri Lankais, si je ne me trompe pas, qui arrivaient en Roumanie. Et là, on suit une famille de... Coppola l'a eu 2 fois. Ah, oui, c'est vrai. Apocalypse Now et... C'est vrai. Conversation secrète. On suit une famille roumano-norvégienne qui vient d'emménager en Norvège. Le père devient informaticien dans l'école locale. La mère travaille dans... une sorte d'hospice EHPAD. Je sais pas si elle est rémunérée pour ce travail, je pense que c'est du bénévolat, mais en vrai c'est pas évident. C'est pas évident, en tout cas moi je l'ai pris comme du bénévolat. Parce qu'après on lui demande de démissionner, donc ça veut dire qu'elle doit travailler quelque part, mais... Après si tu as un poste bénévole, tu peux quand même signifier ton départ, et puisque c'est une famille... relativement traditionnelle. C'est vrai, c'est possible qu'elle... C'est possible que la personne qui est la maman du foyer ne travaille pas de manière rémunérée. Ouais. Et cette famille, les Gheorghiu, je sais pas si... Gheorghiu, ouais. Dont donc les parents sont joués par Sébastien Stan et Renate Reins, vont être inquiétés quand un jour, une de leurs filles va à l'école avec des bleus sur le corps, et donc ils sont suspectés de maltraitance envers leurs enfants. Ce qui fait que l'aide à l'enfance norvégienne, qui apparemment a beaucoup de pouvoir et peut agir quand même, de manière relativement unilatérale, va tout de suite prendre les enfants à cette famille. Et donc tout le film va être un peu le combat de cette famille contre cet organisme, avec une sorte de zone de flou au centre qui est que nous, spectateurs, ne savons pas si les enfants ont bel et bien été battus par leurs parents, et que entre en ligne de compte évidemment les différences culturelles entre cette famille qui est catholique, très traditionnelle, enseigne vraiment la Bible tous les jours à leurs enfants, et on va dire la mentalité un peu plus progressiste de la Norvège. Ouais, tout à fait. Voilà. Je sais pas par quoi commencer. Peut-être, Chloé, toi, tu as rattrapé entre guillemets d'autres films de Christian Mungiu dans la foulée de la découverte de Fjord. Ouais, tout à fait. Que t'a inspiré cette découverte rétrospective, et est-ce que finalement 4 mois 3 semaines de jour ou RMN prépare un petit peu à ce film Fjord? Alors, déjà, moi, je pense que je peux commencer en disant, je sais pas par quel miracle, mais je suis entrée à ma séance de Fjord et vraiment, je ne savais rien sur le film. Ok, tu savais pas qu'il faisait polémique et tout? Je ne savais pas du tout qu'il faisait polémique, je ne savais absolument pas de quoi parlait le film, je ne savais pas qu'il se situait en Norvège, vraiment, j'étais assez vierge de toute info. Malgré le titre, qui aurait pu être une fausse piste. Qui aurait pu, être un indice, mais bon... En tout cas, j'étais aussi à Cannes, mais je suis arrivée après la projection du film. En tout cas, je ne savais rien du tout. Et c'est vrai que le film a commencé et je me suis un peu demandé ce qu'on faisait là, puisque tout ce que je savais sur Christian Mungiu, c'est qu'il était roumain. Et donc, on arrive en Norvège. Et donc, c'est vrai que ce qui m'apparaît en premier lieu, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que fait le film à cet endroit-là? Et donc, pour répondre à ta question sur est-ce que les films que j'ai rattrapés ensuite préparent... c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que les thématiques sont un peu toujours là, c'est-à-dire la thématique de l'immigration, elle est assez présente dans RMN. Après, ce que fait l'État et ce que font les institutions en général aux individus, je pense que c'est ça qui le travaille, avec la mondialisation. Précédemment, dans son pays
je pense qu'il vit en Roumanie, Mungiu, je ne sais pas. Il a l'air... En tout cas, il parle beaucoup de la façon dont on considère son pays dans les autres pays européens, avec beaucoup de mépris, ça c'est quelque chose qui est très récurrent dans son discours. Moi, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, ça m'a un peu déroutée en réalité. C'est un film sur l'avortement, c'est ça ? C'est un film sur l'avortement, vous l'avez vu, toi tu l'as pas vu, non, moi Ça se passe pendant la dictature, vers la fin de la dictature de Ceausescu, exactement. Et on suit, en fait ça se passe sur une seule journée, si je ne me trompe pas, où une jeune femme aide sa colocataire à avorter. Et donc doit faire face à tout un tas d'obstacles et de passer un peu sous les radars. Passer sous les radars et la moindre démarche est problématique, c'est-à-dire qu'elles vont à un moment dans une chambre d'hôtel pour procéder à cet avortement clandestin, et le simple fait, quand on est une jeune fille, d'aller dans une chambre d'hôtel, c'est très suspect, enfin il faut prendre plein de précautions, etc. Mais je pense que moi j'étais surprise dans mon visionnage de ce film, parce que là donc je vois Fjord, on va en parler, mais là je vois aussi c'est là que je me coltine la réception médiatique de Fjord, qui est extrêmement polarisé. Alors, polarisé, on va aussi parler de ce mot, parce que moi, depuis que je suis entrée là dans l'épisode Fjord de ma vie, j'ai jamais de ma vie autant entendu ce mot de polarisant, polarisé. Enfin, c'est pas vraiment un mot qui faisait partie de mon vocabulaire avant. Et là, c'est la marque indélébile qu'aura laissé Fjord. Maintenant, quand tu te balades dans la rue, tu vois des affiches avec le mot écrit comme ça partout. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant parce que le mot, il est dans les premières lignes du dossier de presse officiel que le distributeur met à disposition. Donc le distributeur du film, c'est le Pacte. C'est le premier mot de la note d'intention de Mungiu. Oh, wow. Et par ailleurs, dans énormément de propos que suscite le film, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse, du coup pas la presse, dans les vidéos réalisées par les influenceurs, les influenceuses sur les réseaux, le mot polarisé revient à chaque fois dans la présentation du film. Dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours, il y a un plan qui, moi, me pose énormément de questions, qui est le plan, on va le spoiler, ou j'imagine qu'on fait des spoils là, sans vergogne. Sur Fjord, on pourra faire attention, mais 4 mois, 3 semaines, on peut y aller. Ouais, bon, en tout cas, il y a un plan de fœtus qui est extrêmement long, c'est-à-dire que la jeune fille avorte dans cette chambre d'hôtel sinistre, et il y a un plan sur le fœtus qu'elle vient d'expulser, qui... Comme l'indique le titre, est un fœtus de 4 mois, 3 semaines. Tu as compris. Et donc, c'est quand même un plan qui dure près d'1 minute, je pense. Oh, wow. Peut-être j'exagère, mais en tout cas, ça semble très long. On a le temps de voir. Ressenti 1 minute. Ouais, vraiment ressenti facilement 1 minute. Et on dit avec Fjord que... on va parler beaucoup de politique, j'imagine, à propos du film, mais ce qu'on peut en tout cas noter sur Fjord, c'est qu'il y a des personnes de gauche qui adorent le film et qui le considèrent vraiment comme un film de gauche. Il y a des personnes de gauche qui détestent le film et qui le considèrent comme un film d'extrême droite, au mieux centriste. Et il y a des personnes d'extrême droite qui adorent le film parce que, selon eux et elles, ça épouse leurs valeurs. Donc du coup, tout ça est très confus, en fait, je trouve. Et moi, c'est vrai que ce plan de fœtus, il m'a posé question parce que je le comprends pas. Et vu qu'il y a une telle confusion sur Fjord et sur... moi, je ne suis pas très au clair sur où il est politiquement, en réalité, Christian Mungiu. Et du coup, je le suis pas beaucoup plus en ayant vu... pour répondre à ta question. Il y a une forme de confusion entretenue. Il y a vraiment une confusion. Est-ce que ce plan-là d'1 minute sur le fœtus, il est là presque pour faire sentir que c'est un être vivant il sert à ça, le plan, ou pas ? Moi, j'ai pas de réponse à cette question. Tu vas dire, Clément, si t'en as une. Mais en tout cas, moi, la question de est-ce que c'est un être vivant, je me la suis posée, et on a le temps de se la poser, je trouve, pendant ce plan. Et pour moi, c'est un plan un peu provoque que je ne comprends pas bien. Mais surtout qu'il y a un moment de violence, d'agression sexuelle, plus ou moins, juste avant ça, qui est ellipsé. Donc, Mungiu ne filme pas. Par contre, il prend le temps de filmer frontalement ce fœtus. Et moi, je trouve ça, à mon avis, c'est une faute de goût, de l'abjection. Mais c'est ça, de l'abjection. Mais effectivement, il y a un côté... je pense pas qu'il soit anti-avortement et que le plan serve à ça dans le cadre de ce film-là, puisque c'est un film aussi sur la difficulté de parvenir à... Mais en tout cas, il y a un moment, à mon avis, où l'espèce de froideur qui fait son cinéma, cette sorte de pseudo-neutralité un peu, de dire je filme les choses comme ça en pleine lumière, dans une lumière très, très crue, avec une espèce de détachement, peut... au moins prêter à soit une confusion, soit un doute
sur vraiment quelles sont ses valeurs. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à ce plan devant Fjord, notamment quand il filme les gens de cette espèce d'hospice qui viennent de décéder et qui sont les cadavres très froidement allongés. Et donc il y a des plans comme ça enfin il y en a 2 en fait de cadavres dans Fjord où le corps épouse comme ça magnifiquement les contours du cinémascope. Je pense que c'est le plan d'ouverture, enfin quasi, et le plan de fermeture. Il y a exactement un au début et un à la fin. Et que je trouve, alors c'est pas la même chose que dans 4 mois 3 semaines, mais pareil, des plans je trouve très indélicats, en tout cas à minima, sous couvert d'une sorte de je filme ce qui est devant moi, l'espèce de se cacher derrière une sorte de froideur comme ça. De réalisme un peu frontal. Exactement. De frontalité. Je sais pas sur quoi, si tu veux rebondir. C'est vrai que du coup moi je découvre Christian Mungiu et il me semble que c'est un peu son procédé de mise en scène dans beaucoup de ses films. C'est un cinéaste du plan séquence, du plan long, qui aime soit garder un plan semi-fixe, il fait beaucoup de fausses épaules, enfin un truc où de l'épaule le plan reste fixe mais les contours tremblent, ou même des plans par exemple pendant les moments de procès qui sont tous en un seul bloc, où vraiment la caméra se déplace, suit les déplacements des comédiens, etc. Donc c'est vraiment un cinéaste qui a pour objectif d'essayer de saisir, même lui il le dit en interview, il le prétend, d'essayer de filmer les choses objectivement. C'est-à-dire, il laisse les choses advenir devant sa caméra, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, c'est à nous d'en faire quelque chose et de nous faire un avis. Il filme des personnages qui sont disposés là, qui ont chacun leurs valeurs, leur système, etc. Et dans Fjord, c'est évidemment le cas, dans la mesure où il nous présente tout un tas de petits personnages comme ça. Donc, à la fois donc les progressistes norvégiens soit de l'institution d'aide à l'enfance, soit les voisins. Voilà, les voisins. Les gens de l'école. Exactement. Enfants, soit donc la famille Georgiou. Et ce qui est étonnant, c'est que ce procédé-là, donc entre guillemets d'objectivité du filmage, même déjà, en fait, le film ne le respecte pas à 100%. Je pense notamment à la scène d'ouverture du film. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un plan dans la maison. Ça commence très étrangement. C'est Renate Reigns qui est au premier plan. Le père est au fond du plan. Et elle fait un câlin. Elle dit à sa fille d'aller faire un câlin à son père, presque d'un truc de réconciliation. On se demande si on a raté un événement. On sait qu'on a raté un truc qu'il y a eu juste avant. Et évidemment, le film poussera à nous interroger si c'est ce moment-là qui a été un peu la racine du mal qui s'ensuit. Si violence il y a. Voilà, donc dès le départ, dès littéralement le premier plan du film, il ne respecte pas son procédé d'objectivation du filmage. Et ensuite, c'est évidemment ce qu'il va dire en interview, et c'est ça qui fait que le film fait beaucoup polémique, c'est que, soi-disant, le film respecte autant chaque personnage, laisse la place à chaque personnage d'exister, d'avoir son système de valeurs, d'existence. Et moi, par exemple, je suis étonné que tu aies dit tout à l'heure qu'il y a des gens de gauche qui aiment bien ce film, parce qu'en fait, j'ai même du mal à voir comment on peut percevoir ça, dans la mesure où, en fait, on peut quand même déceler, évidemment, une forme de mépris et une forme de jugement pour certains personnages par Mungiu, dans leur façon aussi dont ils sont dirigés, tout simplement. Par exemple, la femme blonde qui s'occupe du service de l'aide à l'enfance, elle est clairement filmée comme une antagoniste, quoi. Il y a vraiment un truc où elle est tout le temps froide, elle a tout le temps une rigueur de jeu qui est très distanciée de tout, alors qu'elle est censée être la personne qui est là pour protéger les enfants. Elle est pas du tout chaleureuse, elle a vraiment une sorte de retenue, elle pince ses lèvres en permanence, là où les Georgiou ont quand même des moments où ils peuvent un peu plus briller par des moments d'humanité, notamment par exemple quand on leur enlève leur enfant et qu'ils pleurent, qu'ils tapent les tables, etc. On n'offre jamais ce degré d'incarnation aux antagonistes du coup que le film nous crée. Et je pense que un peu le plan représentatif de ça, qui est probablement le plan le plus frappant du film, qui est déjà, parce que c'est un très très long plan, qui est le premier plan où l'aide à l'enfance rentre chez Georgiou et va parler à Renate Reigns et lui expliquer la situation, où donc on a ce plan qu'on pourrait qualifier d'objectif avec deux personnages assis sur un canapé, Renate Reigns entre les deux qui discutent. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans le plan. Il y a une fenêtre derrière, et il y a un énorme drapeau norvégien qui vient flotter, qui vient presque remplir l'intégralité du cadre de la fenêtre, pour bien nous expliquer que c'est knock knock,
No Way is Coming. C'est le gouvernement. Voilà, c'est ça. Vient directement. Et il vient chez toi, il rentre dans ta maison et il t'empêche de vivre et en fait il te surveille presque. Il y a vraiment cette sensation-là. Si on avait eu un drapeau états-unien, on aurait tout de suite compris le message de c'est les États-Unis qui sont violents comme ça. Là, c'est étonnant de le voir avec un drapeau norvégien parce qu'on n'a pas l'habitude de remettre beaucoup en question la moralité de ce pays, mais pourquoi pas le faire après tout. Mais donc, tout ça pour dire qu'en fait, le film prend clairement parti dans sa mise en scène, dans ses effets de style, et même un peu dans son écriture. Du côté des Georgiou, qui ont donc le droit à tous ces moments un peu d'humanité, tandis que les autres ne l'ont pas. Et la question qui, moi, ensuite subsiste après ça, c'est est-ce que je peux quand même apprécier le film individuellement, même si c'est un film qui ne correspond pas à mon spectre de valeurs? C'est une bonne question. En fait, à mon avis, cette idée de l'objectivité, elle est intéressante parce que quelqu'un dans le chat dit sur YouTube cacher si les enfants sont battus, c'est pas très objectif. Et je pense que justement, dans le film, c'est utilisé de cette manière-là. C'est-à-dire, le fait qu'on nous montre pas si oui ou non les enfants ont été battus, c'est presque une sorte de caution pour dire, vu qu'on laisse la porte ouverte à ce que les parents soient vraiment violents, d'une certaine manière, ça pourrait justifier les actions de l'aide à l'enfance. Et finalement, ça équilibre le film, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça, en tout cas, que ce mystère joue dans le film. C'est-à-dire essayer de contrebalancer le fait qu'on est systématiquement du point de vue des Georgiou quand ils se font... en tout cas, je sais pas, harcelés, on va dire, par l'aide à l'enfance, et on sera jamais de leur point de vue à eux, quoi. Et notamment, moi, ce qui me surprend, c'est la question du point de vue des enfants aussi, qu'on a uniquement donc au début du film quand ils sont avec les Georgiou, mais qui disparaissent du film aussitôt qu'ils sont enlevés par l'aide à l'enfance. C'est-à-dire qu'on peut pas connaître vraiment leur perception aussi des choses, alors que c'est quand même eux qui sont centraux. Mais à la limite, pourquoi pas se dire tu ne suis que les Georgiou? Dans ce cas-là, dès le début du film, il faut respecter ce principe de eux-mêmes, ils voient leurs enfants un peu à distance. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a droit à ces séquences où ils vont le soir avec leur amie Nora faire le bateau, faire des trucs comme ça. Pourquoi le film fait des choix de point de vue qui l'arrangent. Voilà, c'est ça. Oui, et surtout, moi, ce que je reproche au film, alors moi, je dois dire que j'ai fait un trajet ces jours-ci avec ce film, c'est-à-dire que vraiment, lorsque j'ai sorti la projection, j'ai été sincèrement émue par l'arrachement, la scène de l'arrachement, d'ailleurs j'emploie le mot arrachement, du bébé. Ouais. Je trouve que cette scène est réussie au sens où elle est très très émouvante. Et parce qu'en fait on nous montre et c'est pour ça que on va revenir au terme de la supercherie et de la pseudo-objectivité, mais qui, à mon sens, n'existe jamais. Et déjà, dès que ce mot est brandi, moi je me suis dit, ni de droite ni de gauche, enfin ça n'existe pas vraiment. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je pense que j'ai été eue par le film. J'ai eu vraiment des émotions très, très vives en direction de ce couple. Voilà, de me dire, ce bébé qui leur est arraché, la scène, elle est filmée de l'intérieur de la maison. Et d'ailleurs, c'est du point de vue du père qui est en train d'assister à sa femme qui remet le bébé à la voiture des services sociaux de manière très très sage, très bonne élève, c'est-à-dire qu'elle va vraiment faire ce qu'on lui a demandé, même si c'est de la torture pour elle. Et donc il y a cette pudeur aussi qui est la leur en tant que protestants, évangélistes, des personnes qui sont très très dans un rapport aux émotions très pudiques. Et là on sent que tout leur univers est en train de s'effondrer. Et ça, c'est une émotion que j'ai ressentie très vivement. Mais là où c'est intéressant, c'est que aussi ce sont deux comédiens-comédiennes qui sont célèbres, qui interprètent ces deux rôles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu avancer à Mungyu. Et alors, donc, en parlant des gens de gauche qui aiment le film, on va revenir à ça parce que c'est intéressant. Moi, je suis un petit peu ce que fait Reggie le gorilla. Je ne sais pas si vous suivez aussi. Son interview avec Mungyu. C'est vrai que lui aime beaucoup le film. Alors, il adore le film. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre. C'est le film de l'année. Roumaine, il est d'origine roumaine. En fait, lui, il est d'une double origine. Il est roumain et tunisien apparemment. Okay. Et en fait, lui, il adore le film parce que il est vraiment sur le prisme de l'immigration, la lecture du film sur vraiment la défense des immigrés qui sont traités de manière
discriminantes dans le pays, qui n'ont pas de moyens de défense et qui sont pointées du doigt de par leurs différences culturelles. Donc lui, il est vraiment dans cette lecture-là à 2000%. Et donc voilà, il défend le film de cette façon. Et il a donc réalisé une interview avec Moon-Gyu pour le Pacte, donc vraiment dans un contexte très officiel pour le distributeur. Et il va le questionner sur le choix d'attribuer les rôles de ce couple à 2 comédiens connus. Et en fait, à cette question, Moon-Gyu répond « Mais en fait, c'est pas mon problème si vous avez un biais... » C'est-à-dire, il va dire... ça n'a rien à voir. En fait, l'émotion est décorrélée du fait que ces visages soient connus ou pas. Et il va dire, moi je trouve ça, alors plusieurs solutions. Soit c'est vraiment de mauvaise foi et il en a conscience. Soit c'est, pour moi c'est une affirmation qui est fausse. C'est-à-dire que même en termes de neurosciences, je pense qu'on peut prouver que notre émotion, elle est canalisée vers les choses qu'on connaît, que ce soit des objets culturels ou des visages. Enfin, en tout cas, que la célébrité crée quelque chose dans le rapport à l'émotion. Donc, il y a cette dimension-là. Et 2, il est vrai que Renate Reinsve, en fait, c'est une super comédienne et que vraiment, moi, je trouve que c'est indéniable dans le film, sa prestation, c'est-à-dire qu'elle elle fournit un travail qui est vraiment de qualité. Moi, elle m'a vraiment emportée. Je sais que je peux un peu déconstruire l'émotion que j'ai ressentie. C'est parce que elle fait bien son travail. En réalité, il y a aussi ça. Tout à fait. Donc, en tout cas, la réaction de Moon-Gyu quand on lui pointe du doigt que il a choisi des comédiens connus pour précisément ces 2 rôles-là, et donc a priori le film est quand même plutôt en défense de ces 2 personnages. Voilà, lui il le réfute en disant en gros si vous êtes ému par ces comédiens, c'est votre problème, c'est pas un choix conscient de ma part. Okay. Mais c'est étonnant ce que tu dis sur la question de l'immigration, parce que même factuellement, le film ne montre pas du tout cette image-là. Moi-même, j'ai été un peu... Quelle image, tu veux dire ? Pris de court au début du film par le nombre de personnes dans le champ. On commence le film avec l'arrivée un peu des Georgiou dans la ville, où il n'y a pas énormément de villageois, et tout ça, mais très vite, pour les accueillir, il y a plein de gens, les voisins, des connaissances, etc., qui vont tous venir dans leur maison. Et on va commencer avec un ensemble de séquences et de plans où ils doivent être 10, 15 dans le plan, discuter, balader, faire la fête, etc. Et donc, en fait, le film, même matériellement, ne nous montre pas du tout l'histoire d'immigrants qui sont pas du tout accueillis, qui sont rejetés par le pays dans lequel ils vont, quoi. C'est vraiment presque l'inverse. Ils sont hyper bien accueillis. Ils le sont. Jusqu'à ce que le nœud dramatique du film se mette en place. Mais du coup, ils le sont pas en tant qu'immigrants. Enfin, ils le sont plutôt, je dirais... Enfin, la question en réalité que le film va mettre en exergue, c'est plus celle du prosélytisme en réalité que de l'immigration. J'ai l'impression que ce que veut toucher du doigt Moon-Gyu, c'est que y a un discours qui est on accueille les gens à bras ouverts, mais que en fait c'est en partie un mensonge et que y a une partie de ces bras ouverts qui se transforme en couteau dans le dos, quoi, en gros. Que on fait un peu mine d'accueillir du moment que ça bouleverse pas notre système de valeurs à nous et qu'il y aurait là une forme d'hypocrisie, quoi. Je pense que c'est ça qui veut toucher. Mais après, il y a la question de la méthode. En fait, je trouve que son rapport aux différents personnages est assez je sais pas, ambigu ou assez bizarre. Il y a quand même un moment dans le film où donc les enfants sont pris à leurs parents et les parents peuvent rendre visite une fois à leur... Enfin, en tout cas, on les voit une fois faire une visite à leurs 2 plus grands enfants. Et toute la situation est encadrée par l'aide à l'enfance et il y a quelqu'un qui filme avec une petite caméra pour enregistrer comme potentiel futur témoignage au procès de comment les parents se comportent avec leurs enfants. Et la caméra de Moon-Gyu se met au niveau de cette caméra-là, quoi. Et donc, il y a vraiment cette idée que la caméra se pense comme une sorte d'observatrice un petit peu infaillible, avec cette ligne un peu douteuse de la pièce à conviction, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre en défaut ou pas ces personnages ? Et ça m'a fait penser au tout début de 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui commence sur un aquarium. On voit 2 poissons, et ensuite, je sais plus si la caméra recule ou s'il y a un cut, mais on voit filmer de la même manière l'appartement des 2 personnages, comme si, voilà, finalement, le cadre allait redoubler leur enfermement tout au long du film, et la dynamique de plan-séquence qui est assez, encore plus radicale, on va dire, dans 4 mois, 3 semaines que dans Fjord, alimente ce côté, finalement, ils sont aussi pris au piège dans le film. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas du tout la position dans laquelle le film nous met
parce qu'en fait, il est totalement du point de vue, enfin, comment dire, si on considère le récit, il est totalement du point de vue de ces personnages, et à mon avis, il est, comment dire, enfin, il est de leur point de vue à tous les niveaux, pas que parce que c'est filmé de leur point de vue, mais je pense qu'il est vraiment de leur côté, on va dire. Ouais. Alors qu'en permanence, il donne des signes de distanciation, et du coup, il y a une espèce d'esthétique un petit peu... presque du chantage au soupçon, quoi. C'est-à-dire nous mettre dans une position où il va nous donner envie de soupçonner ces personnages et voir si est-ce que nous on est suffisamment tolérants pour accepter que ils peuvent avoir un système de valeurs différent du nôtre sans les soupçonner, ou est-ce que comme vous allez essayer de déceler un petit peu, vous allez commencer à les soupçonner, quoi. Et je trouve que c'est une dynamique tout à fait perverse, quoi. Un peu prendre le spectateur au piège d'un dispositif que le film a conçu lui-même à cause de cette fameuse zone d'ombre on ne voit pas s'ils ont battu ou pas, quoi. Bah, c'est une démarche assez passive-agressive, je trouve. Ouais, un peu, ouais. Par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'ennuie dans le scénario, mais je suis parvenue à cette conclusion, je pense, hier, après avoir dépassé mon émotion première, voir que beaucoup de gens avec qui je suis d'accord d'habitude politiquement n'étaient pas du tout d'accord avec le film et le rejetaient, etc. Mais c'est l'idée que le film ne cesse de lancer des pistes et en fait n'aboutit absolument jamais à rien. Donc, en fait, il y a plusieurs fils narratifs qui sont comme ça abandonnés. Il y a évidemment l'histoire des coups, donc ce sera jamais élucidé. Donc peut-être on va un peu préciser, mais que c'est une enfant qui est une adolescente d'une 15aine d'années qui va à l'école et on constate que, enfin le corps enseignant constate qu'elle a des bleus dans le dos et c'est là que l'engrenage se met en place et que voilà, les enfants vont être retirés de la garde de leurs parents. Ces bleus-là, on ne saura jamais, en fait, comment... voilà, c'est ce que tu disais. Bon, il y a cette démarche un peu perverse, mais on fait plein d'hypothèses, parce qu'ils rencontrent la fille du proviseur de leur lycée. Qui s'appelle Nora. Il y a, avec Nora en question, qui est dans la classe de cette gamine-là, qui a des bleus dans le dos, on sent qu'il y a une histoire d'amour qui va se nouer entre les deux, mais qui sera jamais vraiment aboutie. Et par ailleurs, Nora, quand elle rencontre Milia, je sais plus son prénom. Elia, voilà. Nora, elle est déjà en couple, semble-t-il, avec une jeune fille de sa classe qui est jalouse. En tout cas, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté et il y a un moment où elles sont en cours de sport et la jeune fille qui est l'amoureuse, a priori, de Nora, la bouscule. Enfin, il y a une altercation entre les deux. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est ellipsé et qui est relégué dans le champ des peut-être, etc. Donc, même à ce moment-là, lorsqu'il y a cette altercation, moi, je me suis demandé si c'était pas cette gamine jalouse qui avait tapé... Et en tout cas, voilà, ça alimente les hypothèses. Et puis, il y a un moment, une scène où... parce que Nora, en question, c'est une gamine qui va un peu entraîner ses deux camarades, enfin, donc, le frère et la sœur, Georgiou, à faire un peu les 400 coups, enfin, de manière soft, mais elle essaye de les faire sortir de chez eux et de briser un peu de briser le carcan. Et il y a un soir où elle les fait sortir en douce et elle les amène sur le bateau de sa famille. Et ils partent en hors-bord et il est minuit, enfin en tout cas on ne sait pas, mais bon, la nuit tombe certainement aussi très tôt là-bas, on ne sait pas trop. Il est 17h30 en fait. En tout cas, il y a un plan assez beau où les trois enfants sont dans le hors-bord tous les deux, ils sont filmés de face et en fait c'est un des rares moments de joie de ces deux enfants. Ils sont grisés par la bêtise qu'ils sont en train de faire. Ils s'en vont dans la nuit, mais en fait, on ne saura rien de cette escapade. Et c'est pareil, peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, il y a de l'ordre de la violence qui s'est produit. D'autant qu'il y a un autre fil qui... Alors ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il y a clairement un fil incestuel entre Nora et son papa. Ça, Ok. Voilà, que moi, j'ai... avec le moment où son père rentre dans la chambre de Nora, alors qu'elle est sur son téléphone, elle fait du bruit un petit peu, et lui va lui dire de couper la musique et de se coucher, et au moment où son père rentre, elle lève la couverture pour cacher elle cache ses fesses sous la couverture. Ouais, donc ça c'est un premier indice.
Nora, à un moment, elle va faire un coup d'éclat de violence qui est que, toujours sur cette même jetée où il y a ce bateau, elle va faire venir ses camarades et elle va se trancher soudainement les veines. Et ça, c'est pareil, Bon, il y a la maman, donc Renate Reinsve, qui va après s'occuper d'elle et lui faire un bandage autour du poignet pour un peu dissimuler cette blessure, mais c'est quand même pas rien. On parle de névrose, enfin voilà. Oui. De ce geste, il est extrêmement signifiant et en fait, il sera abandonné. Enfin, tous ces petits indices qui vont un peu nourrir notre suspicion, mais c'est ce que tu disais, tu parlais d'un dispositif pervers. Mais pour moi, cette façon de ne rien refermer, déjà, je trouve pas ça très intéressant scénaristiquement, c'est pas très fair-play pour les personnages, c'est pas très intéressant pour le public. Et ça participe un peu de cette technique passive-agressive qui demande au spectateur d'être intelligent, mais à un moment, il faut aussi que le film fasse quelque chose. Oui, c'est ça, ouais. Mais il y a d'ailleurs même à la fin, il y a tout un truc sur la question de je dévoile pas trop, mais de la surveillance. Donc la famille serait mise sous surveillance, vraiment c'est déclaré jusqu'au procès, on les met sur surveillance. Et il y a une espèce de faux suspense qui naît sur la toute fin du film et qui pareil avec des plans sur des rétroviseurs, on voit d'autres voitures à côté, on se demande si c'est un peu cheat quoi. Et ça n'aboutit pas non plus. Pétard mouillé. C'est vrai. Après, je trouve que techniquement, le suspense est présent, c'est-à-dire que moi, pendant la projection, j'ai été saisie par ce suspense. J'ai regardé autour de moi, tout le monde était scotché sur son siège. Il y a un truc vraiment primal de cinéma et de mise en scène. Mais c'est simplement à quoi bon et à quelle fin. Tout à fait. Mais c'est drôle, quelqu'un dans le chat YouTube parlait de La Chasse de Winterberg, et en effet j'y ai pensé devant le film, et j'ai pensé à la façon différente dont les deux films traitent un peu la question, parce que c'est assez semblable, dans la mesure où La Chasse raconte l'histoire d'une chasse à l'homme, on va dire, d'un prof joué par Mads Mikkelsen, qui est accusé par une toute petite fille de maternelle, il me semble, qu'elle a touchée. Sauf que La Chasse, lui, explicite que Mads Mikkelsen ne l'a pas fait, et que c'est un mensonge de la part de la petite. Et donc, moralement, c'est quand même un peu douteux, parce que du coup, c'est un film qui prend... le seul cas où la petite fille ment sur une histoire d'attouchement, comme si, du coup on en fait très rapidement une vérité générale faut toujours remettre en question la une vérité petite fille qui accuse quelqu'un de violence. Mais en tout cas le film est honnête quoi. Mais en tout cas le film est honnête, exactement, avec son personnage, avec ses spectateurs, et ensuite pose uniquement la question de comment est-ce qu'on gère ce genre de problème, l'ambiguïté, la vie dans une petite ville. Et j'ai été surpris que devant Fjord, en fait, du coup, le film aurait pu être plus moralement égal, en se disant si on n'a pas d'informations sur est-ce qu'il y a eu le coucou ou pas. Tu parlais d'Anatomie d'une chute aussi dans ta review Letterboxd, et je pense qu'il y a aussi un lien à tisser. Il y a beaucoup de liens entre Anatomie d'une chute et Fjord. Ouais. Sauf qu'Anatomie d'une chute c'est presque la version de gauche de Fjord, quoi. C'est plus la question de, à partir du moment où on n'a pas la connaissance de la vérité, comment est-ce qu'on interroge les questions légales, les questions de responsabilité, comment est-ce qu'on construit une communauté et un monde ensemble sans que tout le monde puisse avoir accès à la vérité en permanence. Là où Fjord est plutôt de la team, il faut respecter les gens qui sont un peu violents avec leurs enfants, c'est peut-être une question de tradition. La Norvège est trop violente avec eux en leur enlevant leurs enfants, en les interdisant de vivre correctement. Et c'est vrai que autant ça me met mal à l'aise, autant comme tu le disais, force est de constater devant le film que la mise en scène est très efficace, que je suis pris vraiment à plusieurs moments, que je trouve que le filmage caméra-épaule, notamment pendant les scènes de procès, est vraiment finement construit, et les passages de cadre racontent toujours quelque chose. Donc en fait, je crois que malgré tout, j'aime bien le film, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, c'est vraiment un cinéaste un peu de la maîtrise. Dans 4 mois 3 semaines, je trouve que ça se sent aussi beaucoup, ce côté vraiment... j'avais pensé quand je l'ai vu, c'est un peu les Dardennes mais surpuissants, quoi. C'est-à-dire c'est un peu le même principe, un peu d'un cinéma souvent très accablant, mais avec là une espèce de degré de virtuosité supplémentaire, quoi.
Je regarde sur le chat. La morale dans le jugement, tribunal populaire, c'est un classique. Ouais, tout à fait, avec plein de films qui parlent de ça. Moi, j'aime bien comment le film ne prend pas position d'un côté ou de l'autre. Bah, on en a un peu parlé. Moi, je suis pas d'accord avec ça, ouais. Et ouais, parce que moi, ce que je vois aussi, c'est que... Et c'est ça qui m'a un peu berné, c'est que pendant la séance, je me disais, c'est un film sur l'amour, en fait. Il est en train de filmer la manière dont cette famille pratique l'amour. Et pratique l'amour au sens de la communauté. Parce qu'il y a aussi la question de cette personne âgée qui est Hake, enfin je pense que je prononce mal, mais le papa de l'avocate. Donc il y a la famille... le grand-père de Nora. Donc le grand-père de Nora, exactement. Donc c'est cette famille qui est voisine géographiquement des Gheorghiu, qui est une famille composée de... Le papa est proviseur du lycée que fréquentent les enfants, la maman est avocate, et ils ont une fille qui est une adolescente qui est Nora, et dans le foyer, il y a également Hake qui est le père, je pense, de l'avocate, enfin de Mia. Ouais, même si pareil, en fait, il y a aussi un truc dans le film où les relations entre les personnages sont pas hyper claires, quoi. On voit qu'il y a, par exemple, quand il y a beaucoup de gens chez les Gheorghiu, on sait pas tout à fait si c'est de la famille, à quel degré, est-ce que c'est des gens de leur paroisse et tout. Et justement... Et à que je me suis demandé si c'était le père du proviseur ou de l'avocate. Alors je crois que c'est le père de l'avocate, justement. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a tout le temps du monde, et en effet c'est un peu indifférencié, parce que je pense que ce qui nous montre aussi Mungiu, c'est que ces gens savent faire communauté, versus en face des voisins qui sont censés être progressistes et de gauche, mais qui vivent de manière très individualiste et qui, pour leurs aînés, n'ont que seul destin possible que de les envoyer en EHPAD et de les laisser mourir. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui veut se suicider quand même 2 fois, comme leur enfant. Leur enfant se tranche les veines et le grand-père veut se noyer. Voilà, il se jette dans l'eau et il s'affame. Enfin, il fait la grève de la faim quand il est finalement en EHPAD. Donc, c'est vraiment les deux versants. Les plus jeunes et les plus vieux sont très malheureux. Alors que chez les Gheorghiu, tout n'est qu'amour, ce sont des scènes de repas extrêmement chaleureuses, on joue de la musique, il y a plein de vies, plein de générations différentes qui se croisent. Voilà, et... Oui, il y a vraiment une sorte de ritournelle, un peu de balayer devant votre porte avant d'aller voir derrière chaque des autres et tout. Exactement. Et pour revenir peut-être sur Anatomie d'une chute, effectivement, là, à mon avis, les films fonctionnent sur une structure relativement similaire, au sens où ça part d'un crime, alors dans Anatomie il est supposé, mais en tout cas d'une vérité qu'on n'a pas et qui va déchaîner un film de procès où nous on est du point de vue de la personne accusée et voilà, on voit l'appareil judiciaire et là en l'occurrence l'aide à l'enfance qui se déchaîne un peu contre eux. À mon avis le point commun aussi entre les deux films, qui est un truc qui entre guillemets m'agaçait un peu déjà dans Anatomie d'une chute, mais même si je préfère le film à Fjord, mais c'est que ce truc de la vérité qu'on nous cache voilà, tu disais supercherie, est totalement artificielle. Et en fait, à mon avis, pour aller sur la question de est-ce que le film est manichéen ou pas, mais est seulement un argument, une fausse ambiguïté pour cacher le fait que le film est effectivement manichéen. Parce qu'en fait, que les Gheorghiu aient frappé leurs enfants ou pas, ça ne change pas du tout la démonstration que fait ensuite le film du fait que ils sont persécutés pour des raisons qui sont racistes, en tout cas intolérantes, puisqu'en fait, chacun des personnages qui s'oppose à eux, soit va essayer de faire porter l'accusation sur leur méthode d'éducation, l'avocat va parler des dictons, des vieux dictons roumains. Et de leur prosélytisme, beaucoup. De leur prosélytisme, de l'église. Les gens à l'église. Le flic trafique un peu, en tout cas profite peut-être d'une faute de langage pour faire entendre que le père aurait avoué qu'il a battu ses filles. Et même le proviseur, on le voit à un moment dans une scène où ils sont chez eux, dit non mais de toute façon, en fait, en gros tous finissent par de toute façon ces gens-là, on sait bien comment ça marche. Enfin, il y a une espèce de, en fait, le film veut nous démontrer que il y a un acharnement. Il y a un acharnement et que les Gheorghiu sont fondamentalement victimes en fait, qu'ils soient coupables ou pas d'avoir frappé leurs enfants, enfin ça peut être un peu terrible, mais c'est à mon avis ce que le film fait. Ils sont victimes de système pour des raisons qui sont illégitimes en fait. Et c'est là où ça me semble un petit peu honteux entre guillemets de pas montrer ce truc-là, parce qu'en fait s'ils les avaient montrés battre leurs enfants, là on aurait pu avoir ce que le film prétend un peu, c'est-à-dire la friction de deux systèmes d'éducation complètement différents. Est-ce qu'il y a une intégration possible ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Si on avait montré qu'ils ne les ont pas frappés, là on aurait joué à mon avis plus honnêtement ce que fait le film, c'est-à-dire
la famille de victimes persécutées par le système. Et là, au final, je trouve ce que montre le film, pour arriver sur la question un peu du est-ce que le film est centriste ou voilà, que sais-je. En fait, j'ai l'impression que Mungu veut nous dire, donc, peut-être, comme quelqu'un citait dans le chat une interview, attention à trop de progressisme, ce qui est déjà un peu bizarre, mais surtout, parce que dans la deuxième moitié du film, le père va en gros faire appel à la communauté religieuse à laquelle il appartient, et on comprend que en gros, il veut faire résonner médiatiquement l'affaire pour essayer de peser sur la décision qui les concerne, et on comprend qu'il s'associe à des gens qui sont en gros d'extrême droite, en tout cas très, très conservateurs, anti-progressistes, etc., qui font des tags Satan parle à travers votre bouche, enfin vraiment une mentalité comme ça extrêmement réactionnaire. Et donc j'ai l'impression que ce que le film démontre un peu l'air de rien, c'est que dans la tête de Munju du moins, c'est les excès du progressisme européen qui alimentent les extrêmes droites de toutes sortes en fait. Et donc là le film serait une sorte de logique de retour de bâton, quoi. C'est ça, mais en fait du coup le film serait je sais pas anti-woke on va dire, mais comment dire, il serait de droite pas parce qu'il est pour les trucs d'extrême droite, mais parce qu'il fait retomber la responsabilité sur soi-disant le progressisme européen, quoi. Et je pense aussi que, oui, je suis tout à fait d'accord, et qu'on peut pousser dans cette dynamique de le film et de droite aussi parce que il déteste la gauche, c'est-à-dire qu'il est dans une annulation absolue de, même un déni de potentiellement les apports nationaux sur la question des droits de l'enfance en Norvège et peut-être en Scandinavie de manière générale. Mais là, alors après, moi, je n'ai pas de problème fondamental avec le fait de regarder, de faire un peu des autocritiques par rapport à la gauche. C'est quelque chose qu'on devrait faire plus. Enfin, bon, c'est très important de le faire. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais là, le problème, c'est simplement que c'est mettre de côté absolument toutes les avancées potentielles qui ont été obtenues grâce à des réflexions qui n'ont peut-être lieu qu'en Norvège, en Finlande, au Danemark et en Suède, puisque là, c'est la Scandinavie qui est concernée, et de ne montrer que les dérives en faisant fi absolument de tout le reste. Alors justement, qu'on est dans un présent, on vit un moment de libération de la parole. Aussi sur la question des châtiments corporels des enfants, évidemment sur la question des abus sexuels, mais il y a aussi cette question du châtiment corporel, et c'est comme si c'était un film anti-MeToo quelque part, enfin qui serait plutôt dans une dénonciation. Qui veut peser dans la balance. Voilà. En ce cas. Ouais. En fait, c'est un peu compliqué par rapport au moment qu'on est un peu charnière qu'on est en train de vivre, qui, moi j'estime qu'on devrait quand même plutôt encourager le fait de parler, le fait de, en tout cas réfléchir sur cette question-là. Mais là, le film ne fait pas que réfléchir, il est vraiment dans un accablement de ce système qui qualifie de progressiste, etc. Donc on est au-delà de l'autocritique. Oui. Mais en fait, moi, ce qui me surprend dans ce dont on parle, c'est aussi que, pour revenir au côté un peu wannabe objectif du film, de mettre un accablement d'un côté, un accablement de l'autre, c'est qu'en fait, pendant tout le film, on pourrait se dire, il va mettre un signe égal entre l'accablement des progressistes qui ravissent des enfants à des familles et accabler la violence effectuée sur les enfants et les problèmes d'éducation et ce que ça fait sur des enfants que de vivre en fait comme ça. Sauf que matériellement, le film ne parle jamais de la deuxième, comme si il partait de l'idée que, évidemment, c'est pas bien de frapper les enfants, donc on n'en parle pas, genre c'est évident. Du coup, on va se concentrer sur l'accablement des progressistes. Et se concentrer sur la violence qui est opérée de ce côté-là, mais à aucun moment, sauf peut-être, du coup, à peine au début, esquisser sur le quotidien des enfants, qu'on voit un peu devoir s'échapper de leur maison par la fenêtre, etc. On voit pas ce que c'est que, pour eux, vivre dans leur chair une éducation pareille, et potentiellement, au-delà de la question de la violence physique, ce que ça peut être aussi, donc, c'est mentionné très brièvement dans le film, mais d'être interdit de danser à la maison,
de pas avoir accès au réseau, au téléphone, etc. Qu'est-ce que ça fait à un enfant ? Et en fait, le film pose pas sérieusement la question. Ne se pose pas du tout la question. Mais de la même manière qu'il abandonne ses pistes narratives les unes après les autres. Il ne traite pas ces sujets. Voilà, ce sont comme des étiquettes qui ne sont pas du tout traitées. Et t'as raison, ça aurait été très intéressant d'aller plus avant dans toutes ces thématiques, mais moi je dois dire que ce que tu mentionnais en tout dernier, l'idée que les enfants soient interdits de danse, de musique, d'accès à internet, etc. Moi là, pendant la projection, j'étais plutôt en sympathie, ça a un peu conquis ma sympathie parce que je voyais un peu ces gens comme des Amish en fait, comme des personnes qui vivent hors du monde, dans un refus aussi du monde capitaliste. Et en fait, on peut pas nier qu'on vit dans un monde où ne pas avoir de téléphone portable, c'est très handicapant. Et en fait, ça peut se questionner. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de souscrire à 100% en termes politiques au fait que ça, c'est des portes ouvertes, mais le progrès, la technologie, on n'est pas c'est très critiquable. Pourquoi pas ? Et je trouve que dans le film, ces personnes sont montrées aussi dans une forme de subversion. Puisqu'ils sont dans un quotidien où ils ont des moutons. Et par ailleurs, il y a aussi une question de classe, puisque ces gens ont des moutons et ils s'occupent de leurs moutons, tandis que leurs voisins, ils ont un hors-bord. Oui, et ils proposent de laisser paître leurs moutons sur leur pelouse. Quoi. Voilà, d'une manière aussi assez condescendante, à les inviter à venir sur leur terre, ce qui rejoue aussi la question un peu coloniale qui est présente dans le film, et toujours un peu ce rapport... ce regard condescendant dont Mungiu parle dans tout son cinéma sur son pays, qui, selon lui, mais c'est certainement vrai, est méprisé, méconnu, au sein de l'Union européenne. Mais ça, c'est vrai que j'étais un peu en sympathie avec tout ça pendant la séance. Et après, en fait, ça ne me va pas tout à fait, puisque c'est pareil, on parlait des soutiens qu'obtient cette famille pendant le procès. Il y a des groupes extrémistes, vraiment d'extrême droite, qui viennent les soutenir. Ces gens sont d'extrême droite, en fait. Ces personnes sont homophobes, sont racistes. Enfin, vraiment, ce sont des gens d'extrême droite. Mais ça n'est jamais mentionné explicitement à l'encontre des Gyeorgyu. Tout est un peu comme ça. Il y a quand même la mention à un moment de la fille de la famille Gyeorgyu Kore était homophobe pendant un cours. En disant que c'est pas normal pour une femme d'aimer une autre femme. J'ai oublié exactement ce qu'elle mentionnait. Tout à fait, mais en tout cas, le mot d'extrême droite n'est pas accolé à ces personnes. C'est nous qui faisons le travail parce qu'on le déduit, mais en tout cas, le film ne le souligne pas vraiment. Mais d'ailleurs, et je parle de petits trucs peut-être, mais on l'a pas dit, mais en fait, j'ai l'impression que je l'ai découvert au hasard de la critique Libé, mais le film est basé sur un fait divers. Réel, exactement. Réel, donc une famille, pareil, je crois, romano-norvégienne, dont les enfants ont été pris par l'aide à l'enfance et qui ont qui ont essayé de transformer ça en un événement médiatique pour recevoir des soutiens. Sauf que les soutiens qu'ils ont reçus étaient, des soutiens aussi de chercheurs, de gens qui avaient des arguments objectifs contre les méthodes d'aide à l'enfance, pas du tout une vague d'extrémistes fous, quoi. Et donc là, c'est aussi une transformation du film qui est un peu douteuse, quoi. Et d'ailleurs, même, tu vois, tu posais la question de est-ce que si on n'est pas d'accord politiquement avec le film, on peut aussi le... Mais, alors ça répond pas vraiment à la question, mais je trouve que si on considère que le film est en fait, encore une fois, derrière ce faux mystère, l'histoire d'un système oppressif dont on va essayer d'exposer les failles, voire une sorte d'autocritique, comme tu suggérais, là, le film n'est pas très bon, parce qu'en fait, le portrait qu'il fait, il est totalement univoque et pas du tout complexe, ambigu sur les rouages de cette aide à l'enfance, quoi. Ils sont vraiment montrés comme un peu des méchants de films paranoïaques des années 70, quoi. Des agents un petit peu... Alors, on identifie la femme blonde, mais qui ont tout pouvoir, toute autorité, qui sont tous... aucun n'a un rapport très humain avec les personnages principaux. Qui est d'ailleurs accablée dans le film de ne pas elle-même avoir d'enfants. Oui. Comme c'est si, odieux, c'était... elle le faisait presque administrativement, quoi. C'est ça, de manière que, comme s'ils étaient tous déshumanisés, etc. Si le film veut nous dire, attention, parce qu'à cet endroit-là de la société norvégienne, il y a une zone de risque, et c'est probablement le cas, ou peut-être le cas en tout cas, il le montre d'une manière qui est totalement caricaturale, en fait. Et donc c'est là où on bascule dans...
on va dire une vision, je sais pas idéologique, mais en tout cas tout à fait biaisée quoi, de la situation. Et par rapport à ces agents qui représentent l'administration et qui sont quand même tous et toutes un peu taillés physiquement dans le même moule et qui sont des gens assez acariâtres, moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi dans le rapport au territoire du film, mais aussi parce que le film prête le flanc à ça, puisqu'il s'intitule Fjord. C'est vrai. Dans toutes ces interviews, et d'ailleurs dans la note d'intention du dossier de presse officiel du film, Mong-Yu dit ça se passe en Norvège parce que on peut tous, en fait, on a tous et toutes ce cliché sur ces pays du Nord qui seraient progressistes, etc. Donc déjà, moi, je trouve ça un peu bizarre de partir d'avoir situé l'action de son film, d'avoir choisi ce territoire à partir de quelque chose qui serait un préjugé qu'on aurait soi-disant. Après, c'est vrai, par exemple, que la Norvège, si je ne m'abuse, a été le premier pays d'Europe à interdire justement la fessée et les violences physiques envers les enfants, probablement environ 60 ans avant la France, quand même. Tout à fait. Donc ça, il y a une vérité, c'est documenté, en effet. Donc depuis 1987, les châtiments corporels sont interdits là-bas. Simplement dans le choix de se dire ok, l'action de mon film va se dérouler à un endroit parce que tout le monde pourra projeter un cliché dessus. Je trouve ça assez bizarre, mais ça rejoint l'idée de la confusion. En tout cas, je trouve que c'est une démarche qui interroge. Je sais pas vraiment si pour tout le monde il y a ce cliché, il est vraiment réel. En tout cas, ça dépend des générations, à mon avis, parce que, par exemple, un pays progressiste dans l'Union européenne, aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt l'Espagne, par exemple. Enfin, ça dépend. Enfin, en tout cas, je trouve que cette idée, elle est déjà un peu bizarre. Mais ce que je voulais dire par là, c'était surtout le lien au territoire. C'est-à-dire, là, on est dans un fjord, donc j'ai regardé là où il a tourné, c'est à l'ouest du pays. Dans une ville qui s'appelle Ålesund, apparemment, près du fjord de Stranda. C'est là où Ruben j'allais dire, qui s'appelle Ruben. Et d'ailleurs, on pourra parler de l'avalanche à un moment qui est... C'est vrai mais donc ça rejoint cette question de la nature aussi dans le film. Bon, en tout cas, cet endroit, dans la réalité, c'est un port de pêche. C'est-à-dire que c'est une commune qui vit essentiellement de la pêche au hareng. Enfin, voilà, ça a l'air très beau, c'est très coloré, etc. Bon, déjà, dans le film, il n'y a aucune couleur. C'est absolument gris. À mourir. C'est morne à mourir. Et qu'est-ce qu'on voit dans le film comme économie ? C'est-à-dire, les gens, ils vivent de quoi dans ce film ? Du secteur tertiaire exclusivement. C'est-à-dire qu'on a un établissement scolaire, en tout cas on voit un établissement scolaire, on voit un EHPAD, on voit un tribunal, on ne voit que des administrations, on ne voit rien d'autre de vivant qui pourrait caractériser ce lieu et donner à ce lieu une existence qui déjà est proche du réel, puisque là en fait il a vraiment dénaturé cet endroit qui est complètement sorti de ce qui peut le rendre désirable. Il a complètement annulé quelque part l'identité de ce lieu, donc je trouve ça vraiment aussi questionnable. Alors c'est étonnant parce qu'il utilise quand même beaucoup de plans larges où on voit le décor, où il laisse l'espace, etc. Mais c'est vrai... Mais il l'utilise de manière impressionnante pour impressionner, et ça marche parce qu'en effet c'est beau, il y a une beauté de... les montagnes c'est beau, la neige, mais il y a la menace de ce paysage montagneux, etc. Mais il n'utilise que le symbolique. Il n'est pas... il est dans un rapport très, très loin du réel, en fait, par rapport à... Et ce qui va aussi dans le sens de annuler tout ce que l'aide à l'enfance en Norvège a pu obtenir comme information précieuse suite aux recherches menées. Et est-ce que c'est véritablement que le progressisme ? C'est-à-dire pas seulement un ramassis de cruauté, en fait. Ça me fait penser à un message dans le chat tout à l'heure, je trouvais intéressant, c'est Diwal qui dit « Je me demande si Moon-Jun n'est pas un peu naïf dans sa conception de la manipulation. » Je trouve que ça s'applique à la manière dont il filme un peu les décors, mais quand il dit dans l'émission Parole d'honneur qu'il pourrait manipuler avec des violons, des coupes, des pleurs, il semble opposer ça au plan séquence, comme si couper était fabriquer du faux et plan séquence laisser apparaître la pure vérité, alors que c'est évidemment plus complexe. Et c'est là aussi où le film est... En tout cas, moi, je le trouve un peu douteux, quoi. C'est qu'il y a effectivement une manipulation, mais qui est sous couvert de cette froideur, cette objectivité, comme tu as dit. Il y a toujours une espèce de couche un peu pseudo-naturaliste, on va dire, alors que le film, en fait, repose sur tout un tas de transformations. De projections. De projections, exactement. Mais je me suis posé la question, en sortant du film, quel cinéaste... Parce qu'il en existe, mais là j'en ai plus en tête, je sais pas si vous avez des idées, mais aurait fait bien ce film, aurait un peu respecté, mis à égalité tous ces personnages, et aurait donné tout autant de valeur
à la femme blonde de l'assistance de l'aide à l'enfance que au Georgiou. Je sais plus, parce que j'en ai déjà vu des films comme ça, mais je sais plus quel cinéaste travaille un peu cette égalité de tous les personnages, le respect de tout le monde. Moi, ça me fait penser un peu à un cinéma américain, un peu à la Eastwood, tu vois. Ouais. Même s'il y a un côté parfois presque un peu paternaliste dans la manière dont il peut racheter certains personnages, mais où tu sens que quand même tout le monde a un peu sa place autour du feu. Il y a ce truc un peu, notamment, je sais pas, dans Jury numéro 2 ou Richard Jewell, où il y a des personnages qui sont antagonistes, mais il finit toujours, même si c'est la vilaine journaliste, il arrive à la racheter quand même à la fin. Il y a un truc comme ça, un peu de... Il finit quand même par rassembler tout le monde. On dit Jeanne Herry ou John Ford. Je sais pas si j'ai pas vu le film de Jeanne Herry. Fast and Curious. Jeanne Herry ou John Ford? John Ford. Jeanne Herry, John Ford, ouais, j'ai pas vu, j'ai rien vu moi. Garance, oui. Ça sort bientôt. Mais ouais, c'est une bonne question. Je sais pas qui aurait fait un bon. C'est une très bonne question. J'ai Haneke qui me vient en tête directement, mais c'est pas pour la. Mais il les aurait mis à égalité tous, mais en bas. Voilà, exactement. Mais je pense qu'ils auraient été à égalité. Mais c'est très juste. J'aurais bien aimé voir ce film par Haneke. Un truc où tout le monde cherche tire la couverture à soi. Mais parce que là, pour moi, c'est déjà un film cynique. Donc, si on met Haneke par-dessus, ouais. Mais ça aurait peut-être, en effet, mis tout le monde à niveau. Ouais, c'est très juste, j'aime bien. Je sais pas. Ouais, j'ai pas tout lu dans le chat, il y a eu plein de messages, mais... c'est vrai que la question Palme d'Or méritée dans le chat YouTube aussi, moi je me demande comment ça se fait que Park Chan-wook, président du jury de Cannes 2026, le Parc, qui est connu pour son investissement dans la gauche coréenne et très vindicatif à la fois dans ses films et dans sa parole publique, lui et tous les autres évidemment membres du jury ont pu choisir ce truc-là. Et je me demande si c'est pas uniquement un enjeu, bon ça devient plus très intéressant à se demander, mais un peu, c'est-à-dire c'est un film qui a été coproduit par plein de pays européens, avec des acteurs d'un peu partout, et une sorte de palme qui va mettre, c'est la palme du doute, où on écoute tout le monde objectivement, et du coup un peu le truc où on prend pas parti. Moi, je pense que ce film va énormément marcher en salle. Je ne connais pas les chiffres pour l'instant, mais je pense que ça va être un carton. C'est possible. Et de ce fait, c'est un film qui crée du débat et de la discussion, on ne peut pas lui enlever ça. Ouais. Mais je pense que ça m'avait marqué quand ils avaient donné la deuxième palme à Oslo, donc sur Triangle of Sadness, c'est Vincent Lindon qui avait pris la parole pour annoncer, qui avait dit c'est vraiment le film qui nous a le plus choqué, quoi. Je trouvais que c'était un très mauvais critère pour donner la Palme d'Or à un film. De toute façon, donner la Palme d'Or à ce film, c'était un très mauvais. C'est excellent, Triangle of Sadness. J'adore Ruben Östlund, moi. Je le défendrai contre vents et marées. Ok. Voilà, cas, j'adore Square, j'adore Triangle of Sadness. Je pense qu'il y a un peu ce truc de... Enchanté de te rencontrer. Il en faut bien. C'est ça, ouais, c'est ça. Il en faut pour justifier. Mais un peu ce truc de... Le film qui choque, comme t'as dit, qui est un peu provoquant, avec cette idée que... parce qu'il est confus, en fait, il pose des questions, ou il a l'air de poser des questions. C'est là qu'il a supercherie, à mon sens, c'est ça. Où il y a quand même beaucoup de confusion. Et avant de passer au film, à la pause, moi j'ai envie de finir avec une petite question sur le film. Oh, qui est... Non, Comment donc je vais spoiler le tout dernier plan du film. Ah oui. C'est pas très important. Enfin, ça n'a... merci pour ce message. Ah bah merci beaucoup André, c'est super gentil. Mais oui, bonne donc question, un mini spoil sur le tout dernier plan du film. Revenez dans 3 minutes. Si vous tenez à découvrir le film fraîchement et que vous l'avez pas encore vu, coupez vos oreilles. Sachant que c'est même pas ça spoil pas d'ailleurs l'intrigue. Voilà, ça spoil pas du tout l'intrigue, c'est juste une idée. Mais il y a un détail étonnant. Et un autre élément qui arrive plutôt dans le film, je vais donc commencer par le spoil, qui est que au moment de du départ des Georgiou, Noura, qui les rattrape un peu au dernier moment, marche sur l'eau. Se met à marcher sur l'eau pendant quelques instants. On se demande si c'est pas uniquement la baisse du ponton qui lui permet de garder cette place. Mais en tout cas, le film il y a clairement plastiquement interroge. Il y a la possibilité d'une sorte de miracle, quoi. Voilà, d'une sorte de miracle elle marche sur l'eau pour avouer son amour au dernier moment à Elia qui s'en va. Et donc, Mungyu fait coexister dans son plan presque les deux pôles du film, c'est-à-dire l'homosexualité qui serait progressiste et le miracle qui serait du côté des religieux catholiques. J'ai pas pensé à ça. Donc je me demande si c'est pas je sais pas trop comment interpréter cette idée, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu. Et par rapport à l'idée du miracle, j'ai l'impression qu'il y en a un deuxième dans le film qui arrive plus tôt,
qui est le moment où le grand-père, donc Hake, se remet à parler. Oui, c'est vrai. Et en fait, pendant tout le début du film, il ne parle pas. Il est transporté comme ça sur son fauteuil roulant, sans donner son avis, et il est un peu une tare pour les autres qui sont obligés, presque comme un chien, de le promener, quoi. Il est mutique. Il est tout à fait mutique, et c'est à l'occasion d'un plan large, très 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 large sur la petite ville, qu'on découvre après un certain temps, parce qu'on les voit pas dès le début, Renate Reinsve, qui promène on l'entend parler avec quelqu'un et on comprend que c'est le vieil homme. Et donc moi je me suis dit, est-ce que le film essaye de me raconter que presque c'est Renate elle-même qui par sa bienveillance chrétienne a redonné la parole et lui a permis de retrouver la parole. C'est ça que le film nous dit, hein. Le film nous dit que cette femme est magique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, sur la question de la fin, c'est très étonnant. Il me semble que j'allais dire, je vais pas spoiler, mais en fait, je m'en souviens pas assez bien. Mais il me semble que dans RMN, il y a aussi un truc un peu fantastique à la fin, non ? Il y a pas une espèce de moment un peu. Non, je mens. Fantastique. J'avais souvenir qu'il y avait une espèce de moment un peu comme là, c'est-à-dire où il se passe un truc qui est pas tout à fait réaliste. Il y a pas un truc avec les ours. Alors, moi, je l'ai pas vu comme ça. J'ai oublié tout. Bon, les ours. Et oui, c'est vrai, c'est la même fin que Bienvenue Mr. Chance. C'est moi qui ai cru que c'était réaliste et en fait, c'est vrai que j'ai le souvenir de ça, mais je me souviens pas si bien du film pour ça. Mais effectivement. Bon, déjà, moi, ça m'agace que le film se termine par cette espèce de fausse note suspendue qui, en fait, ne change pas du tout. Et je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais je trouve que juste techniquement, le choix du cut de fin est très mauvais. En termes de timing. L'arrière du bateau bouge et paf. Enfin, il y a une sorte de coupe qui arrive beaucoup trop tôt. En termes de rythme. Ouais. Moi, ça m'a pas gêné, ça. Okay. Moi, j'ai plutôt aimé cette fin. Okay. Mais finalement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose que le film ne va pas traiter, puisqu'il ne traitera ni de cet amour, ni de ce procès. En fait, on ne saura jamais puisqu'en fait, il y a un deuxième procès. Ah ouais, il y a Fjord 2. C'est ça, ouais. Oui, en fait, on attend le 2. Fjords. Mais oui, effectivement, il y a le procès au pénal qui n'est pas montré. Je crois que je sais plus dans quel sens c'est, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et peut-être. Pour une bonne raison. Mais c'est pour ça qu'il fuit en fait. C'est pour ça qu'il fuit, mais le film fuit lui aussi. Le film ne cesse de se dérober constamment face aux enjeux narratifs qu'il est en train de poser. Et peut-être, alors je sais pas si on a encore 2 minutes. Mais... Vas-y. Non, mais c'est peut-être. Moi, je pense que Moon-Gyu se voit dans ce film à la place de l'avocate qui a cette. C'est très juste. Qui en fait a ce. Moi, j'ai pensé constamment à cette phrase face à ce personnage qui, je crois, est injustement, qui est de manière fausse, attribué à Voltaire, qui dit « Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que vous ayez le droit de le dire. » Et donc, elle est vraiment présentée de cette manière, à savoir, elle a un recul critique sur la manière, leur mode de vie, etc. Elle n'approuve pas. Ça la gonfle à des endroits. Elle est consternée lors du procès par certaines phrases qui sont prononcées. Mais elle fait son travail avec beaucoup de foi et par souci de défendre ces personnes pour leur dignité. Et je pense qu'en fait, que c'est comme ça que Moon-Gyu se perçoit. C'est très juste. Mais à mon sens, il se trompe un peu sur ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que c'est un très beau rôle de vouloir que chacun soit restauré dans sa dignité humaine, etc. Mais malheureusement, il est au profit de cette dignité-là, en train de gommer d'autres dignités. C'est ça le problème, en fait. Ouais. Et c'est vrai que, comme l'avocate, il décide de pas faire le procès pénal. L'avocate aussi, elle décide de... Elle dit... Je veux pas faire la suite. Oui, je me suis déjà bien mouillée, là. Ça va, quoi. Ouais. Pour finir, quelqu'un nous demandait dans le chat si on recommande le film. Bon, moi, j'ai quand même envie de le recommander parce que je trouve que c'est un film qui est... qui pousse à réfléchir. De toute façon, vous êtes obligé de le voir parce que sinon, vous allez entendre tout le monde en parler pendant 2 mois et vous n'aurez pas la... Moi, ça me va aussi, le cinéma comme vecteur de débat social et de discussion. Moi, j'ai pas de problème avec ça, d'autant que c'est quand même servi par une mise en scène qui est pleine de maestria. Et en effet, le film, il a des problèmes idéologiques, mais parlons-en. Donc moi, je recommande totalement de le voir, sans aucun problème. Mais on débat du film, pas avec le film. Je pense que c'est ça la nuance, quoi. C'est pas le film pose d'intelligentes questions, faut se méfier quand même. On nous demande de faire le taf, du coup on le fait, et c'est bien, mais bon. On est là pour ça, c'est beau.